Jamais on ne reverra un Alexandre tel que toi, Alexandre le Grand. Dominez votre peur! Et je vous promets que vous serez plus fort que la mort! Les dieux savent châtier l'orgueil des mortels. Homme ou femme, nul ne saurait avoir trop de pouvoir ou trop de beauté sans aller à sa perte. Mais lui ne désirait pas la guerre, Alexandre. Il la faisait sans joie. Tais-toi, insolent! Alexandre, maîtrise-toi! Ton nom vivra à jamais dans l'histoire. Vive le roi! La première règle de la guerre est de faire soi-même ce que l'on exige de ses hommes. Nul ne m'a jamais parlé comme tu le fais, pas même mon pire ennemi! J'ai porté dans mon sein celui qui sera mon vengeur. Je vois ses yeux dans ton regard. Obéis-moi cette fois-ci. Il faut être fort pour gouverner. Tout ce que tu désires, le monde entier est à toi. Nul ne l'oubliera jamais! Quand tout est fini, seul importe ce que nous avons fait. Salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Autour d'un film. Je suis le Conteur Geek et je suis avec mon frère Tapioca. Lui-même. Allez, on est reparti pour un nouvel épisode, pour une nouvelle aventure. Et cette fois-ci, on va faire les choses bien parce qu'on avait déjà fait une vidéo par rapport à ce film dont on va vous parler aujourd'hui. Mais vu qu'on n'avait pas le son qu'on voulait, on va le refaire spécialement pour vous avec cette meilleure qualité de son, voilà, grâce à ces petits micro-cravates. Et déjà, comment ça va toi ? Écoute, plutôt bien, un peu fatigué par le travail, mais tout va bien. T'as hâte qu'on y aille sur ce film ? Bah oui, il est temps, parce qu'on l'a vu il y a... je crois que peut-être 1 ou 2 mois, je pense. Mais en tout cas, c'est pas un film qui nous est inconnu, parce que... on l'a vu plusieurs fois. On l'a vu plusieurs fois, hein. Je crois que c'est un de nos films concrètement d'adolescence. On l'a vu... honnêtement, je pense qu'on le voit 1 fois par an, je pense. C'est un peu le genre de film qu'on voit à peu près 1 fois par an. Ouais, quand on retombe dessus. Moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Ouais, toi, ça faisait un petit peu plus longtemps. Moi, je pense que je l'avais revu il y avait être un an de ça. Toi, tu es grand amateur de Peplum. Exactement, très très grand amateur. Et du coup, sachez que ce film nous a évidemment beaucoup marqué parce qu'on l'a découvert, on était ados, je pense. On est dans ces zones-là, entre 12-14. 12-14, ouais, quelque chose du genre. Et aujourd'hui, nous allons du coup vous parler du film Alexandre de Oliver Stone, sorti en 2004. Voilà, donc ça raconte évidemment l'histoire d'Alexandre le Grand. Donc évidemment, comment parler d'Alexandre le Grand, qui est quand même une de ses figures juste mythiques. Totalement. Je pense qu'il est inutile de présenter, on va dire, Alexandre le Grand. Tout le monde sait à quel point cet homme a évidemment marqué l'histoire, aussi bien au niveau de ses conquêtes et notamment aussi de sa vie, parce que sa vie est certes extrêmement courte mais extrêmement trépidante, parce qu'il est quand même mort à l'âge de 32 ans, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Il est né du coup en moins 356 en Macédoine avant Jésus-Christ, et il est mort en moins 331 à Babylone. Voilà, donc c'est le fils du roi de Macédoine Philippe II et sa mère, qui est du coup la princesse Olympias, ou reine, non, la reine Olympias, qui vient de l'Épire, je crois. Et ce qui est assez dingue, c'est que tous les deux prétendent descendre de Achille du côté de Olympias et de Héraclès du côté de Philippe. Donc quand même, faut imaginer que déjà sa vie, dès sa naissance, c'est quand même quelque chose, quoi. On le voit dans le film d'ailleurs. Hein, ça. Ouais, on le voit très bien. Grande fresque de Achille. De Achille, en effet. C'est d'ailleurs qui traîne au moment où il traîne le corps d'Hector. Oui. C'est ça, c'est au moment au niveau de sa gloire. Mais c'est vrai que c'est un film qui marque assez profondément, je dois dire, au niveau déjà ne serait-ce qu'au niveau de la photographie. La photographie est juste folle. La musique, on en parlera, mais bon, Vangelis, incroyable ce qu'il fait, ce mec. Et puis bon, aussi le casting. Que dire du casting ? On a quand même
Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, le regretté Val Kilmer, parce que malheureusement il nous a quittés il y a quelques temps. Rosario Dawson, Jared Leto, bref, Anthony Hopkins quand même, qui joue du coup Ptolémée, du coup un des meilleurs amis et compagnons d'Alexandre le Grand, du coup, qui va l'accompagner jusqu'à sa mort. Du coup, ce film il est assez intéressant parce qu'en fait, il est un petit peu en 3 parties, je dirais. Genre, tu sais, il y a ce côté l'enfance. Il y a l'enfance, la jeunesse, jusqu'à ce qu'on voit que voilà, lui et son père et sa mère, c'était quand même très compliqué. On apprend qu'il a été ensuite banni suite à une querelle, etc. et tout. Quand il est revenu, qu'il a été pardonné par son père, à ce moment-là, il voit que son père, du coup, Philippe II, se fait assassiner. À ce moment-là, il hérite du trône. Et il part du coup à la conquête. À quel âge il hérite du trône? Avant ses 18 ans? En 334, je crois qu'il. Je sais plus en quelle année déjà précisément. Bah juste à l'assassinat de son père. Ouais, c'est juste après l'assassinat de son père. Je pense que c'est juste ça. Ouais, c'est ça. C'est après l'assassinat de son père qu'il va monter sur le trône et qu'il va du coup, évidemment. Préparer son armée pour préparer évidemment la conquête de la Perse contre le roi Darius III. D'ailleurs, ça va être son grand rival, parce que ça va être vraiment l'objectif d'une conquête qui va durer très 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 longtemps. Et après, on assiste ensuite évidemment à la fameuse bataille de Gaugamel qui va évidemment déterminer, je crois que c'est en 331. C'est à ce moment-là, c'est ça, c'est cette bataille qui va en fait être décisif pour la victoire d'Alexandre envers Darius. D'ailleurs, en plus, si vous déjà, évidemment, on va parler de cette bataille parce que même ne serait-ce que cinématographiquement parlant, on va en parler dans tous les cas. Mais si aussi d'ailleurs vous avez envie de savoir comment les batailles d'Alexandre le Grand se sont passées, notamment la bataille d'Hydaspe et la bataille de Gaugamel, évidemment il y a des traces écrites et historiques, notamment il y a le formidable évidemment le cultissime Nota Bene qui en parle, qui a fait des magnifiques épisodes sur l'histoire de la vie d'Alexandre le Grand. Il y a des magnifiques documentaires, il y a la chaîne anglaise History Hit qui parle aussi également d'Alexandre le Grand. Il y a des formidables débats là-dessus. Et j'ai fait aussi mes petites recherches grâce aussi à une autre chaîne YouTube qui s'appelle Histoire appliquée, où je connais. Ouais, il est formidable, formidable. Pareil, il a parlé du film de Troie, il a parlé du film Kingdom of Heaven, il a parlé évidemment du film d'Alexandre, notamment aussi au niveau des costumes, au niveau des armes, etc. et tout. Et c'est vrai qu'il a dit que, en tout cas, la bataille de Gaugamel, il a rarement vu une bataille aussi presque aussi clean. Niveau costume et niveau histoire, niveau respect des armements, des accessoires. Bref, c'est une superbe chaîne. Si franchement vous avez l'occasion d'y aller, franchement foncez. Et après on voit la dernière partie de la vie d'Alexandre. On la voit en fait à partir de sa deuxième partie de la conquête de son empire, c'est ça. Jusqu'à sa mort. Parce qu'il va, dans le film on le voit, il meurt empoisonné, bien sûr, mais on ne sait pas vraiment de quoi est mort Alexandre. Alors c'est ça qui est assez particulier. On pense qu'il est potentiellement mort d'une fièvre ou d'une maladie auto-immune. On ne sait pas vraiment. Du coup c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça aussi que certains réalisateurs, évidemment, ont pris certaines libertés aussi par rapport au film. Dans la version d'Oliver Stone, Alexandre meurt empoisonné par ses compagnons. Mais Ptolémée le dit également, il dit non, tu rayes à son scribe et il lui dit tu rayes tout ce que je te dis, tu lui dis simplement qu'il est mort d'une fièvre. Voilà, mais c'est un parti qui est très intéressant. Et surtout aussi la création de ce film a pas été de tout repos, notamment aussi pour Colin Farrell.
Waouh. Oui. Ouais. Bah, qu'est-ce que t'as à dire sur ce film par exemple? Qu'est-ce que tu retiens le plus? Alors, c'est un film qui vaut la peine d'être vu, ne serait-ce que d'un point de vue de la de l'image, de la photographie, mais au-delà de ça, l'histoire est passionnante. Oui. L'histoire est passionnante, tout le monde est important dans ce film. Il n'y a pas un personnage radicalement, qui passe, je sais pas, sous le radar. Non, au contraire, on est tous, tous les personnages nous marquent. L'interprétation de Colin Farrell est grandiose, je trouve. Oui, ouais, mais ça c'est. C'est en plus jeune comme il est. Il venait de sortir de. Il avait encore son côté un peu playboy irlandais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Oliver Stone lui a dit écoute, je te veux toi, mais il faut que tu te prépares. À savoir qu'il y avait qui déjà sur le rôle? Potentiellement Heath Ledger. Je crois que c'était Heath Ledger. Ouais. Mais après, du coup, ça a été. C'est vrai que du coup, en fait, même Brad Pitt, du coup, avait été potentiellement casté pour le film, mais dans le rôle d'Héphaïstion. Mais il n'a pas accepté pour un différent artistique. Mais je pense que vu que Oliver Stone voulait montrer aussi avec subtilité la bisexualité d'Alexandre le Grand, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que pour lui, il pensait que ça allait potentiellement nuire à son image, sachant plus que c'est aussi l'année où sort 3 également. Mais oui. Et, voilà, donc c'est quand même quelque chose assez dingue. Stratégiquement pour Brad Pitt, c'était peut-être la bonne décision. Ouais. Carrément. Mais pareil, moi, la préparation a été dingue. Il faut savoir du coup que Colin Farrell a fait un entraînement de 6 semaines auprès d'un ancien membre de la Navy. Je crois d'ailleurs que j'ai son nom quand il... Alors, il y a un documentaire. Ouais, il y a un formidable documentaire qui s'appelle Becoming Alexander, qui est malheureusement en anglais, mais qu'on vous conseille énormément. Alors, il a du coup... Oliver Stone travaille énormément avec son conseiller militaire qui s'appelle Dale Dye. Il a notamment travaillé sur Il faut sauver le soldat Ryan. C'est assez dingue quand même. C'est le mec qui a quand même un joli truc. Il a aussi travaillé avec Oliver Stone sur Platoon, né un 14 juillet, et JFK. Et ensuite, il a fait appel évidemment à Robin Lane Fox en tant que qualité de conseiller historique. Il faut savoir que cet homme est également professeur d'antiquité, de l'Antiquité à Oxford. Donc quand même, c'est quand même pas rien. Il a également eu un maître d'équitation spécialisé pour pouvoir évidemment apprendre à être cavalier. Parce qu'évidemment, Alexandre le Grand ne peut pas être Alexandre le Grand sans monter le fameux cheval bucéphale. Voilà, c'est un peu... C'est symbolique. Voilà. C'est son meilleur ami. Oui, clair. Je crois qu'il l'a suivi toute sa... Jusqu'à la dernière. Jusqu'à la dernière, je crois. Ouais, quasiment. Et il a aussi du coup appris les arts martiaux aussi avec une spécialiste d'arts martiaux dont j'ai malheureusement oublié le nom, mais qui est absolument formidable. D'ailleurs, on le voit très bien dans le documentaire. Et après, il est parti ensuite au Maroc, vraiment pour préparer ce fameux camp d'entraînement. Et ce qui est dingue, c'est que même du coup, Dale Dye, il a accompagné Colin au Maroc aussi. Toute l'équipe l'a accompagné avec 100 ou 120 autres personnes à peu près. Ouais. Et pendant à peu près 3 semaines, un mois, voire un peu plus, ils vont tous travailler et apprendre à former une véritable armée. Mais c'est Colin Farrell qui est en charge de l'idée. Il apprend à devenir un leader, c'est-à-dire en fait, comment il disait déjà, il faut qu'Alexandre fasse tout ce qu'Alexandre demande. Tout ce qu'Alexandre demande, c'est-à-dire en fait concrètement, si ses soldats doivent faire il le fait également. Et du coup en fait ça crée un lien avec ces hommes, parce qu'il faut savoir qu'Alexandre le Grand était extrêmement proche de ces hommes. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir Dale Dye en fait enseigner à Colin Farrell la stratégie
pour notamment par rapport à la bataille de Gaugamel, vu que évidemment ça a été retranscrit historiquement parlant. Et en fait, du coup, on sait parfaitement ce qui s'est passé à tel endroit, et du coup, il lui dit voilà, où se trouve un tel, comment est-ce qu'Alexandre réagit, quelle était la stratégie d'Alexandre. Et même encore aujourd'hui, les stratégies d'Alexandre le Grand sont étudiées dans les écoles militaires, pour dire. Donc, même Napoléon s'est énormément inspiré d'Alexandre pour la plupart de ses conquêtes. Il l'a pris comme exemple. Donc c'est vrai que c'est quand même pas rien. À rappeler qu'ils étaient pourtant en grande infériorité numérique à Gaugamel quand ils se sont attaqués. Exactement. Ils étaient 40 000 hommes, je crois, contre. Je sais pas s'il y avait 300 000, peut-être que je dis une bêtise, ou 150 000 hommes. Ouais, quelque chose du genre. Mais faut quand même imaginer, sachant plus qu'on ne le voit pas dans le film, mais Darius a également, en plus de ses fantassins, de ses cavaliers et tout, il a aussi au moins une quinzaine d'éléphants. Ah oui. Ouais. C'est pas montré dans le film, mais ça a été prouvé. Il avait également des éléphants. C'est montré en Inde. C'est montré en Inde sur la bataille d'Hidaspe contre le roi Poros, qui d'ailleurs va signer la fin de la conquête. En tout cas, c'est ça, où il va dire c'est bon, ça fait plusieurs années qu'on est en conquête, on rentre en Macédoine, quoi. Donc, mais c'est un film qui marque énormément. Personnellement, je trouve que déjà Colin Farrell a un regard absolument incroyable, et surtout aussi le lien qu'il a avec Jared Leto. Oui. La relation entre Alexandre et Héphaïstion. Une relation qu'on qualifierait de quoi? De platonique, d'érotique, de romantique? C'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'on n'a pas vraiment de preuves véritables, de sources vraiment fiables que Héphaïstion et Alexandre ont une relation en tant qu'amants. Mais on sait très bien qu'Alexandre était bisexuel, même si à l'époque, évidemment, le mot homosexualité ou bisexualité ou hétérosexualité n'existait pas. Toutes les étiquettes qu'on met maintenant sur l'orientation sexuelle n'existaient absolument pas. C'était tout simplement ce qu'on appelle de l'amour. Voilà, c'était même absolument normal que deux hommes couchent ensemble. C'était même moral d'ailleurs. C'était loin de. Est-ce que du coup au combat il y avait donc cette espèce de lien entre les soldats et certains hommes, de se battre encore plus véhément. Oui, il faut quand même imaginer que quand même à la veille d'une bataille, si en plus on est loin de sa femme ou de sa compagne ou de sa fiancée, et qu'on est à côté d'un frère d'armes avec qui potentiellement on a été formé, on a grandi ensemble, évidemment des liens se forgent, très 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 fort d'ailleurs. Même depuis l'enfance, quand on regarde bien. Ils s'entraînent depuis quel âge? Ils s'entraînent depuis 6 ans. 6 ans? Ouais, 6 ans, quelque chose du genre. Donc c'est quand même fou. Mais c'est intéressant aussi de montrer que Oliver Stone montre ce côté un peu ambigu entre Alexandre et Héphaïstion. Mais on sait que Alexandre avait un amant, exactement. Je crois que c'était Bagouas ou Bargoas. Mais pas en macédoine. Non, lui c'était un Perse. C'était un Perse. Mais on sait en tout cas que Héphaïstion était la personne la plus importante masculine dans la vie d'Alexandre. C'est pour ça que quand Héphaïstion va mourir, évidemment ça va à la fin de la vie d'Alexandre, ça va être catastrophique pour lui. Catastrophique, parce qu'il perd son meilleur ami, il perd son repère. Sachant plus qu'ensemble, tous les deux, ils ont quand même été les élèves d'Aristote. Oui. Qu'on voit dans le film. Qu'on voit d'ailleurs dans le film. C'est très intéressant de voir ça, parce que c'est quand même pas rien. Puis le discours qu'il a est particulier, parce qu'on sent une sagesse importante, et de l'autre côté, il y a un racisme évident qui me semble être presque commun à tous les mœurs de cette époque. Oui. L'étranger, c'est l'ennemi. Oui, c'est ça. Aristote considérait que la Perse était des barbares sans foi ni loi, inférieurs, alors que évidemment
la Grèce, la Macédoine, c'est évidemment la civilisation. Alors que la civilisation perse est bien plus ancienne. Radicalement plus ancienne Grèce, hein. Et beaucoup plus sophistiquée qu'on ne le pense. Mais vu qu'ils ont créé la démocratie, la philosophie, il y a un peu cet élan de, comprenez, vu que maintenant nous pouvons penser, c'est-à-dire qu'on peut être entre guillemets supérieur. Ce sentiment de supériorité. Ouais, c'est ça. Et pourtant, ils sont pas, il n'est pas dénué de grande sagesse, mais c'est vrai qu'au départ on fait ah oui, c'est un peu. Et on voit au long du film, sans vouloir, de toute façon il n'y a pas vraiment de partie spoil sans spoil. Il peut pas vraiment y avoir de partie spoil parce qu'on sait que Alexandre le Grand a vécu telle année et est mort telle année. Ouais, voilà, donc dans tous les cas, cas, il n'y a pas d'intrigue. Il n'y a pas vraiment d'intrigue. En fait, c'est vraiment ça le biopic, c'est montrer la vie de quelqu'un, de sa naissance à sa mort. Donc dans un sens, il ne peut pas vraiment y avoir de partie spoil, pas comme si on était sur un thriller, un polar ou quoi que ce soit. Sûr. Là, c'est vraiment, on est dans le contexte même du péplum et d'un film à caractère historique. Et c'est là où on voit que Alexandre, de par ses choix et ses expériences dans une autre contrée, est bien moins raciste il est plus ouvert d'esprit. Absolument plus ouvert d'esprit. Ouais. Que Aristote, qui finalement n'a jamais quitté la Macédoine. C'est vrai, mais c'est ça qui est. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était très intéressant quand ils ont gagné après la bataille de Gaugamel et qu'ils arrivent à Babylone et qu'ils voient les fameux jardins de Darius, qu'ils voient le harem, qu'ils voient le côté gigantesque de la ville. On lui dit, mais tu te souviens que Aristote disait que les Perses étaient des barbares? Il disait oui, mais Aristote n'a jamais vu Babylone. Et quand tu dis ça, tu fais ah ouais, c'est là où tu dis bon, il y a une certaine sagesse aussi où l'élève a bien appris du maître, mais ça a quand même dérangé énormément les compagnons, les compagnons d'Alexandre, que ce soit Cassandre, que ce soit Clétos le Noir, que ce soit Antigone le Borgne, que ce soit Parménion. Perniclas, il y en a énormément. Qui était opposé à l'ouverture d'esprit d'Alexandre. Oui, parce qu'en fait, Alexandre a voulu créer un empire où quasiment toutes les civilisations et toutes les cultures pouvaient se mélanger. Et pour eux, c'était juste impensable. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que avant d'attaquer Darius, il est quand même parti en Égypte. C'est-à-dire, en fait, il est parti libérer l'Égypte et l'Asie mineure. Dans le contexte, parce qu'en fait c'était la propriété des Perses, c'était des conquêtes perses, et il les a libérés du coup du joug de l'envahisseur. Et quand il arrive du coup en Égypte, il va créer la première ville d'Alexandrie. Je crois qu'il en a créé 12 à Alexandrie quand même. Il n'a pas chômé. Mais du coup il se fait proclamer pharaon. Donc il est l'équivalent d'un dieu. Et c'est quand il va aller dans l'oasis de Siwa. Et c'est très intéressant aussi parce que ça fait un petit clin d'œil à Assassin's Creed Origins parce que le héros Bayek est un Medjay de l'oasis de Siwa. D'accord, ça je savais pas. Donc c'est assez intéressant. Et tout ça on le voit pas dans le film La conquête en Égypte et tout non, mais c'est raconté par Ptolémée. Lors de l'introduction. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait ce qui est intéressant dans ce film c'est qu'en fait le film en fait commence via Ptolémée qui va en fait nous narrer l'histoire d'Alexandre, de son point de vue, de comment est-ce qu'il a vécu les choses, etc. et tout. Et de temps en temps, du coup, on va voir des ellipses et des flashbacks où en fait il va expliquer, voilà, il s'est passé telle chose à tel endroit. Et c'est très intéressant parce qu'au moment où il y a la préparation de la bataille de Gaugamel, déjà on entre dans cette atmosphère assez dingue. Et j'ai beaucoup aimé le fait que Ptolémée, ils disent je le sais, j'y étais. Et là, tu sais, on a le plan sur lui quand il est jeune et il voit Alexandre et il dit j'ai vu ses yeux. Tu sais, il y a un truc, vraiment, il était au cœur même de la bataille. Donc c'est ça quand même qui est très 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 intéressant. Et évidemment, il y a des acteurs absolument formidables. Je pense surtout aussi à Jonathan Rhys Meyers qui joue le rôle de Cassandre.
du coup un des compagnons d'Alexandre, qui est un personnage absolument exécrable, hein, bien sûr, mais Jonathan Rhys Meyers, pour moi, il a toujours eu quelque chose. C'est l'acteur d'ailleurs qui, petite parenthèse, qui joue le roi Henri VIII dans la série Les Tudors. Formidable série d'ailleurs qui l'a fait connaître lui et Henry Cavill d'ailleurs. Ah oui. Et ouais, donc franchement, si vous avez l'occasion vraiment de regarder cette série, il y a seulement 4 saisons. Hein. Mais foncez, c'est absolument exceptionnel. Ça raconte toute la vie d'Henri VIII en Angleterre. Donc franchement, si vous avez envie, si vous vous intéressez aussi à l'histoire de l'Angleterre, foncez voir ça. Et d'ailleurs, autre petite parenthèse, vu que Henri VIII a eu 6 épouses, c'est de là que on va s'inspirer pour faire le conte de Barbe Bleue. Le mythe de Barbe Bleue. Ça vient d'Henri VIII. Ouais. Les sources viennent de là. Alors ça, Et ouais. trop d'anecdotes là. Choqué. Mais voilà, du coup on referme la parenthèse, mais c'est vrai que... alors, il y a aussi un truc qui est très important à souligner, c'est que certes, Alexandre est une figure historique absolument magistrale, ça évidemment, seul un idiot pourrait dire le contraire, mais par contre, est-ce que ça fait de lui quelqu'un de bien? Absolument pas. Oui, c'est pas un chic type. Non. C'est, là par contre, encore une fois, on ne fait pas l'éloge de ce personnage, on fait l'éloge de ses prouesses, de ses prouesses au niveau de l'histoire, oui, évidemment. Du film, de toute façon. Puis du film, évidemment. Mais Alexandre le Grand n'est pas du tout un personnage fréquentable. Pas du tout. Alors, pas du tout. Ah non, pas fréquentable, non. Pas du tout, même. Il est quand même... il est très colérique, il est très égocentrique, Après, quand tu regardes aussi un peu le lien qu'il a avec sa mère et son père... J'allais le dire. Il est traumatisé de la violence de son père, de la manipulation par l'affect de sa mère. Un peu trop mère-poule. Oui, qui, dès le plus jeune âge, lui met en tête et en même temps... Qu'il a le sang d'Achille, que Zeus c'est son père. Donc et c'est ça qu'il apprend. C'est ça qu'il apprend poids sur les épaules dès la plus jeune enfance. Et il apprend ça dans l'Oasis de Siwa. En fait, l'oracle va lui dire qu'en fait, il est le fils d'un dieu. Donc, selon lui, il va croire que c'est le fils qu'il est le fils de Zeus. Donc, il va se croire, entre guillemets, intouchable. Et c'est là où il va partir combattre Darius. Mais c'est vrai qu'il avait d'excellentes idées. Mais si on contrariait Alexandre, que ce soit un roi, que ce soit une armée, comme ça, il était prêt à les massacrer. Mais radicalement. Il a su avoir l'affection du peuple de Babylone parce qu'il a su leur dire maintenant, si je rentre dans votre ville, vous pouvez garder vos armes, je ne vous les enlèverai pas. Il a été malin. Il a été très malin. Mais par contre, Persépolis, qui est, contrairement à ce qu'on croit, est la vraie capitale de l'Empire perse, ce n'est pas Babylone, c'est Persépolis. Et ben, quand Persépolis va lui dire, va te faire foutre, il va radicalement, et pourtant c'est une des plus grandes villes de l'époque, il va radicalement raser la ville. Il va raser Persépolis. Voilà, ça dépend un peu de ce qu'il a bouffé, quoi. Voilà. On le voit d'ailleurs, le film montre très bien qu'il a des fois si on le contrarie trop, il peut avoir des accès de colère absolument incontrôlables, quoi. Ouais, c'est des tempêtes pour le coup. T'as l'impression, et c'est là où Colin Farrell joue très bien le rôle, c'est qu'Alexandre a besoin de prouver des choses constamment auprès de ses pairs et auprès des autres. Et surtout auprès de ses hommes. Auprès de ses hommes, parce que finalement, tout est très pyramidal dans leur système. On peut parler d'autres tyrans dans l'histoire qui, eux, ne montaient pas sur leur cheval pour aller sur le front. Ah oui. Donc Alexandre doit faire preuve d'un courage presque naïf et inconscient parce qu'il a fait des choses, c'est presque par miracle qu'il s'en sort indemne. Je veux dire, une flèche est jamais trop loin, un coup d'épée... Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on voit dans le film la scène où ces hommes lui disent « mais on veut rentrer chez nous », et qu'il lui dit mais il voit Crateros d'ailleurs du coup qui est aussi joué d'ailleurs par le formidable acteur qui fait La Montagne. Allez.
Le limier. Merci. C'est le limier dans Game of Thrones, formidable acteur qu'on vous recommande évidemment, qui fait du coup Crateros, qui est un des plus fidèles soldats d'Alexandre. Il va très très vite monter en grade. Il fera d'ailleurs partie des Diadoques quand ils vont tous se battre pour avoir un peu le territoire de l'Empire. Où il lui dit mais voilà, je parle au nom de tous les soldats, mais il faut que tu comprennes qu'on est tous fatigués, on est tous blessés. Et il lui fait oui mais moi regarde, même moi mon corps, pas un seul muscle, pas un seul os, rien. Il n'y a pas une partie sur mon corps qui n'a pas souffert une blessure. Et ce qui est intéressant, c'est que Crateros lui répond oui mon roi, mais c'est pour ça d'ailleurs que nous t'aimons. Parce que tu pars au combat avec nous, et c'est pour ça qu'on t'aime, c'est pour ça qu'on t'est si fidèle, mais c'est pour ça qu'on prend la liberté de te dire, on se doit de te dire les choses. Et oui, c'est-à-dire qu'il est tellement proche de ces hommes qu'il il s'expose à des critiques parfois vigoureuses, hein, je veux dire, en face, ils mâchent pas leurs mots. D'ailleurs, ça a mené à la mort de plusieurs personnes qui ont osé le défier et le pousser dans ses retranchements. Bon, il était sous boisson. Et puis même dans une colère, hein, dans une colère noire, même sans forcément être sous la boisson, parce que quand il, parce que c'est vrai, ça. Parce que quand il y a entre guillemets la manif avec ces hommes, il y a quand même un soldat qui lui balance un poulet mort, un poulet décapité sur le torse, et tous ceux qui vont, tout ce qu'on appelle entre guillemets les déserteurs, je crois qu'ils sont une vingtaine et tout, qui voulaient commencer à dire on se barre. Ils se sont fait massacrer. Et même un de ses compagnons, le fils de Parmignon, il a quand même tenté de le faire empoisonner. Et lui aussi, hein. D'ailleurs, ici, c'est vrai que la première fois qu'on avait vu cette scène où il se fait... il y a la tentative d'assassinat, et que tu vois que tous les autres compagnons, en fait, eux, ils te disent mais t'es mort, en fait. C'est mort. Et on lui dit, hein, d'ailleurs, personne n'a pris sa défense. Et il est quand même condamné à mort, et il est quand même exécuté par un lancer de javelot, quand même, en plein cœur. Nous, c'est vrai que la première fois qu'on l'avait vu, je sais que c'est un truc qui nous avait quand même marqué, parce qu'on s'est dit waouh, c'est quoi cette violence, en fait. Il y a vraiment une violence assez folle, et de par ça, évidemment, Alexandre va envoyer certains de ses compagnons tuer Parmignon. Bah oui. Également. Ils vont... On parle quand même parce qu'il était quand même gouverneur. Il était gouverneur à Babylone, et il le fait zigouiller, quoi. Donc tous les hommes dans le film qui ont qui ont une arme à la main sont des guerriers, des guerriers féroces et farouches, et n'ont pas peur d'avoir du sang sur les mains. C'est d'ailleurs pour eux un honneur de mourir sur le champ de bataille. Donc on est sur un mindset de guerrier que nous, hommes modernes entre guillemets, ne pouvons même pas comprendre. C'est vrai. On est des civils, quoi. Hein. C'est vrai. Quand on voit ça, on se dit ok, c'est ça les lois de la guerre. Et la loyauté aussi a ses limites. Et en même temps, le meilleur moyen de s'assurer d'une vraie loyauté longue et durable, c'est de mouiller le maillot plus que ces hommes et d'avoir leur respect. Et là où il perd le respect de ces hommes, c'est par ses choix presque sentimentaux, de mélange de cultures, de volonté d'assumer un métissage entre deux cultures. Ne serait-ce qu'avec sa première femme, Roxane, qui est une princesse bactriane, donc vraiment qui est un peu, on va dire... la Bactriane, c'est à peu près la région de l'Iran, à peu près. Donc il faut imaginer à peu près. Donc pour eux, c'était les Perses. C'est juste inenvisageable pour eux, tu vois, de dire non, nous il nous faut un héritier macédonien. Après, tu pourras prendre une deuxième épouse si tu veux, ou une concubine, mais Alexandre, il aime casser les codes. Il aime trop casser les codes. Énormément, parce que très souvent, d'ailleurs, même Parmignon lui dit mais ton père n'aurait pas fait ça, mais je suis pas mon père. Voilà. Il a pris beaucoup de décisions aussi par rapport à ça. Il voulait sortir de l'ombre de son père. Déjà que Philippe avait fait des choses assez importantes aussi au niveau de la Macédoine, parce que Alexandre et Philippe vont créer ce qu'on appelle une armée. Ils vont créer le concept de l'armée de métier. C'est-à-dire qu'en fait maintenant, ce sont des hommes qui sont payés et formés pour être soldats H24. Ils passent leur vie sur les champs de bataille et dans les campagnes. Donc c'est vrai que Alexandre, il a envie de se démarquer
dans un certain sens. Ouais. Et surtout que même énormément de ses compagnons, certains d'entre eux ont été aussi également des fidèles compagnons de son père. Je pense notamment aussi à Kleitos le Noir. Oui. Kleitos le Noir qui sera aussi également un peu l'ange gardien d'Alexandre, parce que on le voit dans la bataille de Gaugamel, mais il lui sauve la vie, mais ça a été... mais c'est dans une autre bataille où Kleitos le Noir sauve la vie d'Alexandre. Mais il va lui sauver la vie à maintes reprises. Et c'est ça qui est assez fou. Et pourtant, un soir, alors qu'Alexandre avait beaucoup trop bu et qu'il fêtait l'alliance entre les tribus indiennes d'Inde, de la rive des Indes, et les Grecs, Kleitos, il était évidemment ivre-mort et il a juste pété un câble et en lui balançant « Mais toi, tu me fous en tant que gouverneur d'une petite région de merde et tout, après tout ce que j'ai fait pour toi, bref. » Il l'insulte envers son père, il dit « T'es la honte de ton père, t'es la honte de la Macédoine, et surtout avec ta catin de mère, bref. » Et à ce moment-là, Alexandre, et ça c'est véridique, malheureusement, Alexandre, dans un accès de rage, va tuer Kleitos. Et il va regretter évidemment son geste, et on le voit d'ailleurs dans le film, il passe plusieurs jours enfermé dans sa tente à pleurer la mort de son ami. Mais comme quoi, vraiment, il avait des accès de colère assez fous, quoi. Oui, puis c'est comme si Alexandre est encore très jeune, donc il y a ce rapport aux autres générations, notamment celle de Kleitos le Noir, c'est ça ? Oui, Kleitos, oui. Qui se permet encore de le paterniser un petit peu en lui faisant la morale, etc. Ouais. Alors qu'on parle quand même de l'homme le plus puissant du monde à ce moment-là, en termes d'armée, en termes de... Oui. Parce qu'il a réussi à conquérir en si peu de temps, je connais aucun autre personnage historique qui a fait aussi fort que lui sur ce point-là, quoi. Oui, après il y a l'Empire romain. Oui, évidemment. Mais en tant que personnage jeune, sur le champ de bataille avec ses hommes, il fait partie de l'exception dans l'histoire. Et puis il a fait des batailles exceptionnelles, que ce soit la bataille du Grani, que ce soit la bataille d'Issos, que ce soit la bataille d'Hydaspe et évidemment Gaugamel. Voilà, c'est quand même des batailles qui restent gravées. D'ailleurs, il y a une formidable vidéo de Nota Bene qui parle de d'une des fameuses batailles, la bataille d'Hydaspe contre le roi Poros, donc le roi des Indes, un des rois d'une tribu indienne. C'est très très bien expliqué. Et évidemment, on a pris beaucoup d'inspiration par rapport à Nota Bene, parce que c'est quelqu'un qu'on regarde énormément. Il nous apprend énormément de choses. Et donc c'est vrai que quand on a des informations aussi riches, surtout pour parler d'un film aussi riche aussi également, c'est vrai. C'est hyper important. Merci à Nota Bene. Merci à Nota Bene, merci pour toutes ces années de vidéos exactement. Et de pédagogie. Ouais. Et pareil, il y a également History Hits qui font des débats absolument incroyables, et Histoire appliquée qui fait un travail absolument formidable. Et tu devrais faire une chaîne d'histoire un jour. Sincèrement. Peut-être un jour. Quand je serai diplômé, peut-être. Qui sait. Oui, c'est après. Mais du coup, il faut aussi qu'on parle... Du coup, c'est vrai que quand Alexandre pète un câble, c'est sûr que même nous, en tant que spectateurs, c'est pas simple à regarder, parce qu'on a envie d'être proche de lui, mais en même temps, la manière dont il réagit, on est là, finalement non. Mais, oui, tout au long du film, il y a des moments où on a presque un petit peu d'admiration pour lui, et puis c'est là que c'est réussi, c'est qu'il y a un contraste constant entre admiration et dégoût d'un personnage violent, impulsif, et en même temps, on se rappelle qu'il y a un contexte historique et culturel et de l'époque, mais quelle volonté, quelle mégalomanie finalement, de vouloir être sur le trône du monde. Oui, il voulait défier entre guillemets Aristote, dans le sens où il voulait faire comme Aristote avait dit dans un de ses cours, c'est que si on arrivait à l'extrait du monde au-delà de la Perse et qu'on passait le fleuve pour monter le Nil pour retourner ensuite en Grèce, il avait envie, je pense,
de voir en fait les confins du monde, les confins de la Terre. Sauf que, évidemment... T'as envie de parler de la carte un petit peu peut-être là ? Ouais. Ce sera le moment de faire... Ouais, on va vous montrer du coup cette formidable carte. Pardonnez-nous. Voilà. Alors, là ce que vous avez quand même, c'est l'Empire d'Alexandre. Donc, faut quand même imaginer... parce que c'est quand même pareil. Mer Méditerranée, Voilà, mer Noire, mer Caspienne. La mer Égée qui est juste là, et évidemment du coup on a Babylone qui se trouve là et Persépolis, et du coup la bataille d'Hydaspe se passe donc ici, et c'est à ce moment-là qu'il va, vous voyez la frontière des Indes est juste là, et il va ensuite remonter jusqu'à Babylone où il va mourir le 10 juin 323. Mais imaginez quand même que il commence en 34 et sa campagne se finit en 323. Si on fait le calcul... 9 ans. Voilà. 9 ans de campagne. 9 ans de campagne. En 9 ans. À traverser quand même. Je pensais que c'était 20 ans et pourtant non, c'est 20 ans. C'est tu vois, comme c'est moins de 10 ans. C'est moins de 10 ans. En moins de 10 ans, il a réussi à faire ça. Oui, donc à 22 ans, il est parti. Ouais. Même peut-être 23. C'est ça. Départ de Pella, 2400 cavaliers et 3000 à... 30 000 à 50 000 fantassins. C'est ça. Et donc évidemment la première bataille du granit, et après il repart à la bataille d'Issos. Il descend du coup... jusqu'à Alexandrie. Ouais, avec le siège et la prise de Tyr, qui est une bataille absolument exceptionnelle. Il arrive en Égypte, à Memphis, il fonde Alexandrie. Il passe par l'oasis de Siwa et il remonte jusqu'à Damas en Syrie, et il va jusqu'à Gaugamel où là évidemment il bat Darius III, et après hop, il va repasser un petit peu partout. On remarque quand même qu'il n'a pas du tout fait un tour en Arabie. Hein. Non. Va savoir ce qui s'est passé. Va savoir ce qui s'est passé. Il s'est dit je m'arrête là. Après c'est très désertique, il n'y a plus oui, bien sûr. Mais c'est vrai que mais c'est vrai que d'abord le premier objectif d'Alexandre c'était Darius. Darius, évidemment. Et du coup on va repartir aussi sur un point qui est très intéressant, c'est le lien entre Darius et Alexandre. Parce que certes, ce sont des rivaux absolus, parce que même Darius était déjà au sommet de sa gloire, et il voit un petit gars comme ça qui arrive et qui dit, et même pour lui, il est en mode, mais c'est qui ce gamin qui vient sur mes terres, etc. et tout, entre guillemets. Parce que même déjà, la Perse avait déjà tenté plusieurs fois, évidemment, d'envahir la Grèce. D'envahir la Grèce, bien sûr. Donc évidemment, ça a toujours été une guerre assez tendue entre ces deux peuples. Et pourtant, Darius, quand il va perdre à Gaugamel, qui est pourtant le plus gros de ses forces, en fait, il va fuir, mais il va être abandonné par ses soldats. Donc, il y a une traque de Alexandre. Pour attraper Darius qui se fait sur des semaines et des semaines. Ouais, c'est ça. Et quand il le retrouve, en fait, il le retrouve mort. Déjà mort. Parce que les propres hommes de Darius ont compris que là, c'était foutu. C'était cuit. Et du coup, ils ont préféré le livrer mort à Alexandre. Et ce qui est fou, c'est que même Alexandre a pleuré le corps de Darius, parce que pour lui c'était quand même, malgré tout, c'était un grand roi, et il va du coup d'ailleurs prendre sa fille Stataïra comme épouse. Ça serait du coup évidemment la deuxième épouse. Il faut savoir quand même qu'Alexandre a eu 3 épouses dans sa vie, mais donc évidemment la plus connue les plus connues sont Roxane et Stataïra. La troisième est un petit peu moins connue. On la voit pas dans le film. Non, on la voit pas. On est vraiment basé sur Roxane et Stataïra. Et Stataïra qui était à Babylone. Oui. Qui est resté à Babylone. Alors, c'est pas vraiment vrai, on va dire historiquement parlant, parce que je crois qu'il les a trouvés à la bataille près d'Issos, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Il faudra que je revérifie mes sources là-dessus. Mais en tout cas, on sait que Alexandre a respecté
la famille de Darius avec leur rang qu'il aurait dû. Il les a rassurés en disant ne vous inquiétez pas, vous êtes la mère et la fille d'un grand roi, vous ne risquez absolument rien, vous serez respectés et traités comme tels. Mais il y a une très belle histoire, je ne sais plus où ça se passe déjà, mais où, historiquement parlant, Alexandre capture Stateira, sa mère et sa grand-mère, et en fait, Stateira voit Héphaïstion et le regarde. D'ailleurs, on le voit dans le film, quand elle est à Babylone, elle pense que c'est Héphaïstion, Alexandre, et elle lui dit « Je t'en supplie, épargne-moi, épargne ma grand-mère, ma mère, épargne-nous s'il te plaît ». Et Alexandre, en fait, va à côté d'Héphaïstion et il lui dit, en regardant Stateira, « Rassure-toi, n'aie pas peur, lui aussi est Alexandre ». C'est quand même... Oui, c'est vrai qu'Alexandre, vis-à-vis d'Héphaïstion, aurait presque tout donné pour lui. C'était les mêmes. Les deux, c'était les mêmes. Ils étaient fusionnels. Une seule et même entité. Et c'est tellement beau à voir, d'ailleurs, dans ce film, le lien qu'ils ont quand ils se regardent dans les yeux. Ils disent, voilà... Ils se comparent très souvent à Achille et Patrocle, d'ailleurs. C'est vrai. Ce qui, pour eux, évidemment, c'était... Ils connaissaient l'Iliade par cœur. Ouais, bien sûr. L'Iliade et l'Odyssée, ils le connaissaient par cœur. Donc pour eux, Achille et Patrocle, c'était le duo... la légende. La légende absolue. Mais il y a aussi une légende qu'on ne voit pas d'ailleurs dans le film. C'est Alexandre quand il rencontre le philosophe Diogène dans une ville de Grèce, où Diogène vit dans la rue, dans une sorte d'amphore ou une sorte de tonneau. Il est nu comme un ver, hein, vraiment. Il vit comme un animal primitif. Et Alexandre avait entendu parler de cet homme en disant « Mais c'est quoi ce grand philosophe? Il faut que je le rencontre, etc. » Il va le voir. Il se met en face de lui et il dit te voilà Diogène, et la seule réaction qu'a Diogène quand il voit Alexandre en face de lui, il fait « Ôte-toi de là, tu me gâches la vue de mon soleil. » Ah ouais. Ouais. Il dit « Écarte-toi, tu me fais de l'ombre. » Et Alexandre a dit « Si je n'étais pas Alexandre, j'aurais voulu être Diogène. » Ah bah aux antipodes là. Aux antipodes. Et pourtant tu te dis « Mais attends, mais le mec, il aurait pu se faire massacrer la gueule. » Tu vois. Mais je sais pas, c'est comme si nous on avait c'est comme si nous on était posés là et que t'as Vladimir Poutine qui vient nous serrer la main et on lui fait non mais t'inquiète, excuse-moi mais je vais prendre un verre, tu vois, genre non c'est bon, casse-toi. Marche une heure voir. Ouais, non mais va là-bas. Bon, moi honnêtement là j'ai dit franchement chapeau. Respect. Faut avoir les couilles de faire ça, quoi. C'est sûr. Mais et puis même aussi d'ailleurs, en fait Alexandre a toujours su respecter ses rivaux. Il a toujours su les respecter. Si c'était des grands guerriers, il les respectait tout autant. Par contre, il les sous-estimait pas. Par contre, si tu lui manquais de respect, là, c'était mort, quoi. Dans tous les cas, c'était mort. Frère. Oui. Et quand on regarde ce qu'il a fait. Ouais. Mais même quand on regarde aussi le lien qu'il y a avec Roxane, il est particulier aussi. J'aime bien. C'est bien représenté dans le film. Oui, parce que du coup, Roxane, qui est donc une princesse bactriane, qui est jouée par la formidable Rosario Dawson, d'ailleurs que j'avais découvert dans le film Sin City, oui. Qui est formidable d'ailleurs. On sent que c'est un peu entre guillemets un mariage arrangé. Oui. Et surtout, on sent qu'elle n'est pas trop chaude, quoi, pour cette histoire, sachant plus qu'elle voit Alexandre et Héphaïstion ensemble et qu'elle lui dit bah, du coup, c'est donc ce mec que tu aimes, etc. Et tout. Et pourtant, bah, ils finissent par tomber amoureux, évidemment, et accoucher ensemble. Et parce que d'ailleurs, je crois que Roxane va lui donner 2 fils, Héraclès de Macédoine et Alexandre IV. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, mais en tout cas je sais que l'un des enfants
d'Alexandre et de Roxane. Mais c'est quand même, ça reste quand même un lien qui est dur parce que elle l'accompagne durant toute sa campagne, quoi. Évidemment. Oui, c'est compliqué déjà c'est compliqué, avec le jugement de tous ces hommes vis-à-vis de cette femme, de cette épouse, le fait qu'il y ait aussi cette pression d'avoir un enfant. Oui. Et même quand on voit quand Alexandre a tué Kleitos, elle a envie d'aller le voir et c'est Héphaïstion qui l'en empêche et elle lui crie mais il a besoin de moi. Et en fait, elle regarde Héphaïstion et dit non, en fait, il a besoin de toi. Et en fait, elle dit ça, mais avec une sorte de dégoût en mode de colère. Ouais, c'est ça, genre. Ouais, elle est un peu jalouse d'une certaine manière. Elle est très jalouse. Et ça, mais dans un sens, ça se comprend aussi parce que la philosophie de l'amour dans l'Empire perse ou en Bactriane n'est pas la même que dans la philosophie grecque, pardon. Et puis même Alexandre, quand il la voit la première fois, il lui dit mais Roxane, c'est Héphaïstion. Et il y a plusieurs façons différentes d'aimer. Elle a dû finir par le comprendre, ça. Oui, je pense qu'elle a. Mais c'est vrai qu'au début, il y a ce. Et ça se voit à la fin d'ailleurs, ça se voit parce qu'elle apprend que Héphaïstion est mort. Mais Alexandre est tellement malade qu'il pense même que c'est Roxane qui aurait pu l'empoisonner alors que pas du tout, quoi. Au contraire, elle était même choquée, quoi. Donc non. Elle était très loyale malgré tout. Elle était très loyale. Et ce qui est même terrible, c'est que quand Alexandre va mourir, bien des années plus tard, c'est Cassandre qui va mettre à mort Olympias, la mère d'Alexandre, et il va tuer Roxane et son fils, Alexandre IV. Qui était en Égypte Je crois que c'était en Égypte. Ou je sais s'était réfugié en Égypte. Je sais plus. Ouais, non, je sais plus si c'est en Macédoine ou si c'est en Égypte. Je sais plus. Mais dans tous les cas, on sait que Cassandre est l'instigateur de ce meurtre. Et c'est quand même assez horrible, quoi, quand même, parce que tu te dis toute la descendance d'Alexandre, elle est morte, et ses généraux. D'ailleurs, Nota Bene en parle très bien dans sa vidéo sur la fameuse guerre des Diadoques, où on voit en fait que c'est le chaos. Ah, c'est le chaos total. L'Empire, il part en 1000 morceaux. Mais après, c'est un peu compréhensif. Alexandre était, on va dire, le seul point, le seul pilier de cet empire qui était quand même extrêmement fragile. Et dès que le pilier est mort... Et surtout, il n'a pas désigné concrètement de successeur. Non, il a dit au plus fort. Voilà. De ce qu'ils ont cru comprendre, c'est au plus valeureux, au plus fort. Ouais. Va dire ça à plus de 20 mecs qui ont tout donné pour toi et qui... Ah ouais, ils ont essayé finalement d'effacer tout lien vivant d'Alexandre et toute descendance. Ils se sont même disputés la dispute du corps. Ouais. Cassandre voulait que le corps retourne en Macédoine et Ptolémée et les autres voulaient que le corps reste à Babylone. Et finalement, c'est Ptolémée qui a réussi à faire, grâce à un stratagème, à prendre le corps d'Alexandre et à l'amener à Alexandrie. Et du coup, le corps d'Alexandre sera enterré dans un tombeau, donc le tombeau d'Alexandre le Grand, qui se trouve du coup en Égypte. Il faut même savoir d'ailleurs que même Jules César va se recueillir sur la tombe d'Alexandre le Grand. Énormément de grandes personnes vont se recueillir sur la tombe d'Alexandre. Cette tombe, malheureusement, a disparu. On ne sait pas où elle se trouve. Est-ce qu'elle a été ensevelie? Est-ce que ça a été pillé? C'était il y a plus de 2000 ans. Hein. Ouais. Et pourtant, tu vois, c'est quelque chose qui, personnellement, me fascine. Il y a des formidables documentaires qui parlent de ça, d'ailleurs, sur où est-ce que se trouve finalement cette potentielle tombe à Alexandrie. C'est absolument fascinant. Et quand tu penses que même Napoléon a voulu quand même essayer de retrouver cette fameuse tombe. Ouais. Pour lui, il dit non, je suis sur les traces d'Alexandre. Ouais, c'est pour ça, quand il part en Égypte, c'est là où Alexandre le Grand a été enterré, bref, il y a tout ça. Il y a tout un truc comme ça. Et pourtant, ce qui est quand même fou, c'est que, évidemment, Ptolémée, un de ses plus fidèles Diadoque compagnon, va être à son tour pharaon en Égypte. Et il va créer la fameuse dynastie ptolémaïque, dont la toute dernière descendante,
et Cléopâtre. Et la reine Cléopâtre. Et pourtant... Donc Cléopâtre a des origines macédoniennes. Exactement. On dit d'elle, elle a des origines grecques. Hein. On dit très souvent. D'ailleurs, Alexandre avait aussi une sœur qui s'appelait Cléopâtre. Cléopâtre de Macédoine. Comme quoi, ce n'est pas la première. Non, je crois que l'actuelle Cléopâtre la plus connue, je crois que c'est Cléopâtre 4e du nom, quelque chose du genre, je pense. D'accord. Mais pourtant, c'est quand même fou de voir que, dans un sens, elle est proche. Elle est la descendante d'un des plus fidèles compagnons d'Alexandre le Grand. C'est quand même fou, tout comme Olympias qui disait je suis une descendante d'Achille et Philippe II était un descendant d'Héraclès. Il y a tout un On dit Héraclès ou Hercule? Héraclès, même si maintenant on dit Hercule, mais le vrai nom c'est Héraclès. D'accord. C'est Héraclès. D'accord. Donc il y a aussi du coup il y a un point très important dans ce film dont il faut absolument parler bien sûr, c'est la musique. Pour moi c'est un des points forts du film, mais honnêtement si on n'avait pas eu la musique comme on la connaît aujourd'hui dans ce film, le film n'aurait pas eu la même saveur. Il n'aurait pas eu la même prestance. Que ce soit la bataille à Gaugamel, que ce soit les musiques quand Alexandre part dans les montagnes, que ce soit même la toute fin ou même la fameuse scène où il va monter Bucéphale quand il est enfant. Formidable scène d'ailleurs. La musique de Vangelis nous donne vraiment des frissons. Et évidemment, comme je vous l'ai montré, sur le film Christophe Colomb. Christophe Colomb avec Gérard Depardieu qui jouait Christophe Colomb. Mais surtout, il est surtout très connu pour avoir fait Blade Runner. Blade Runner. La musique de Blade Runner. Le tout premier Blade Runner. D'accord. Le mec, il a quand même il a une palette assez folle. Mais c'est vrai que je sais pas ce que t'en penses toi par rapport à la musique. C'est quoi, musicalement parlant, le moment qui t'a le plus marqué dans le film? Il y a le moment où la carte apparaît. Vers le milieu du film. C'est ça. Là où on se disait que le film pouvait être vu en deux parties presque. C'est parce qu'on l'a vu en deux parties. Parce que le film dure quand même 2h40, je crois. Et petite anecdote, il y a eu 4 versions. Il y a eu 4 versions. La toute dernière date de 2012. Oliver Stone, en fait, sentait qu'il manquait trop de trucs, trop de détails par rapport à la première version. Et du coup, en fait, il a fait jusqu'à 4 versions de ce film, avec vraiment la Ultimate Director's Cut, qui est très, 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 très rare à trouver. Il y a eu des points qui ont été rajoutés, notamment après la mort d'Alexandre, beaucoup de choses. Mais du coup, nous, on a vu la version originale du film, donc la version de 2004. Mais personnellement, c'est une version qui est tout aussi incroyable dans tous les cas. Mais c'est vrai que quand on y repense, cette musique à ce moment précis, elle a... Oui, non, c'est fort. Ouais. C'est fort. On sent qu'il y a ce... Je sais pas comment on pourrait dire ça. Tu sais, cette ode au voyage. Ouais, c'est bien dit. C'est vrai, c'est totalement ça. C'est un voyage avec le rêve qui se mélange à comment on appelle ça? Quand tu as la folie des grandeurs, tu vois. Oui. C'est une musique qui parle d'un empereur presque. Hein. Oui. D'un être presque mystique. Ouais. Presque mystique. Voilà, donc c'est... Et le fait qu'il se déplace avec toute sa cour, comme on les voit comme une grande caravane qui traverse les montagnes. Ça envoie, c'est sûr. Et aussi avec la voix d'Anthony Hopkins qui nous raconte tout ce qui se passe. D'ailleurs, fun fact, c'est Michel Piccoli qui fait la voix d'Anthony Hopkins dans le rôle de Ptolémée. C'est Piccoli, Monsieur Piccoli qui fait sa voix. Et c'est vrai que c'est... Il a fait quoi d'autre comme voix, Monsieur Piccoli? Monsieur Piccoli, Michel Piccoli, c'est un des plus grands acteurs, un des plus grands acteurs français qui existent.
Je crois même qu'il a fait des films avec Philippe Noiret, avec Godard. Ok. C'est un très très gros morceau, hein, Michel Piccoli. Très très gros morceau. J'ai pas toute la filmographie tout de suite là dans la tête, mais c'est un très très gros morceau. Donc quand t'apprends ça, tu fais ah ouais, c'est fou quoi. Et donc juste un petit fact statistique. Budget à 155 millions de dollars. Ouais, c'est ça. Tournage de septembre 2003 à février 2004. C'est ça. Dans plusieurs pays, notamment l'Angleterre, l'Allemagne, le Maroc, la Thaïlande, quelques plans à Malte et à l'Himalaya. Exactement. Et le box-office au Canada et aux États-Unis, c'était 34 millions à peu près au box-office. En France, on a fait 1 258 802 entrées. Et le box-office total, alors que du coup on était à 155 millions de budget, le box-office total c'est 167 298 192 $. Donc ils étaient bénéfices. On peut pas dire forcément que c'était un flop, mais ça n'a pas fait non plus. Ouais, c'est ric-rac quoi. C'était vraiment très ric-rac quoi. Il y a quelques millions, il y a une petite dizaine de millions de différence quoi. À peu près. La prod c'est Warner Bros avec aussi la participation de France 3 Cinéma et Pathé. Oui. Alors là on était un peu épatés, c'est le cas de le dire, d'avoir cette collaboration avec la production française. Dans tous les cas, maintenant quand on regarde même la plupart des grands budgets ou des grands films, il y a Canal, que ça soit Canal, Pathé, Gaumont, etc. Ils sont toujours quelque part. C'est un peu normal. Alors. Tu vas rigoler, mais je pense que t'es pas prêt. Il y a quand même eu... parce qu'il faut savoir que c'est Rodrigo Prieto, qui est du coup la personne qui est du coup à la photographie du film. Ouais. Donc c'est lui qui était en charge de la photographie du film. Il a eu le Camera Image en 2004, il a eu la Grenouille d'argent. Donc... Pour le film, donc pour la photographie du film, ce qui n'est pas dégueulasse. Tu peux expliquer ce que c'est la Grenouille d'argent ? Et aussi également, il a été nominé pour la Grenouille d'or pour Camera Image. Donc c'est l'équivalent d'un Oscar pour la photographie. Pour la photographie. D'accord. Alors, le film a été nommé en 2005 ensuite au prix GLAAD Media dans la catégorie meilleur film. Vangelis a eu le World Soundtrack Awards en 2005 pour le prix, avec le prix du public. Donc bravo à lui. Par contre, Colin Farrell a eu un Razzie Awards. Alors les Razzie Awards, c'est le contraire des Oscars. Le Razzie Awards 2005, pire acteur pour Colin Farrell, pire actrice pour Angelina Jolie, pire réalisateur pour Oliver Stone, pire film, pire scénario pour Oliver Stone, et Christopher Kell et Laetitia Kalogridis, et pire second rôle masculin pour Val Kilmer. Nomination. Ils ont été nominés au Razzie Awards. En fait, c'est vraiment tout le contraire des Oscars. Mais souvent, énormément d'acteurs et d'actrices prennent ça à la rigolade. Je pense notamment à Halle Berry, la formidable, exceptionnelle Halle Berry. Quand elle a fait le Catwoman, elle a eu un Razzie Awards en tant que pire actrice. Elle est arrivée, elle a fait « Oh, thank you !» C'est pareil. Bonne réaction. Très très bonne réaction. Mais c'est vrai que la presse a été très critique à l'époque. Ils l'ont défoncé. Mais c'est une époque compliquée, le début des années 2000. Ouais. Rappelle-toi tout, rien à voir, mais tous les Star Wars qui ont été déglingués, les prequels qui ont été déglingués. Avec la prélogie, ouais. Alors que 15 ans après, 20 ans après, tous les gamins de notre génération, voire ceux d'avant, ont enfin donné la reconnaissance tant méritée, tant attendue aux acteurs. Et pourtant, la prélogie Star Wars, je suis désolé, elle a énormément de défauts. Il y a des trucs qui ont très mal vieilli.
mais ça reste, ça reste notre enfance, on a grandi avec. Et on parle vraiment là, les acteurs. Oui. Les acteurs ont fait un excellent boulot. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas choisi le script forcément, non. tu vois. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec. Je serai toujours le plus grand défenseur de la première trilogie des Star Wars, donc le 4, 5, 6. Mais c'est vrai que le 1, 2, 3, ils sont formidables. Moi personnellement, j'ai beaucoup de mal avec les tout derniers là. J'ai vraiment du mal avec ces nouveaux films parce que là je suis Allez, ne bifurquons pas trop. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? C'est moi, j'ai mis le doigt sur Star Wars. On en parle, vous inquiétez pas, on aura vraiment un épisode où on va vraiment parler de l'univers Star Wars. Très longtemps de l'univers Star Wars. Mais du coup, c'est quand même fou, je trouve, que y a des gens qui ont dit mais ce film c'est de la merde. Franchement, c'est injuste. Ouais. C'est injuste. Je peux comprendre qu'on parle de c'est pas un film parfait. Non. Peut-être un peu long sur certains aspects, mais même moi, j'ai pas vu le temps passer. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher? Tu vois, je veux dire, la réal est folle. Le travail, on le voit très bien dans les documentaires parce que quand Colin Farrell il est au Maroc avec ses hommes, il apprend, et pareil avec les compagnons, ils apprennent à monter à cheval. T'as les mecs qui, eux, les figurants, apprennent à se battre à l'épée et au bouclier et à former les fameuses phalanges, donc avec les fameuses saris, des lances qui font entre 5 et 7 mètres. Donc, faut quand même... voilà, ils ont fait un travail de recherche incroyable. Et puis maintenant, je pense qu'il faut quand même qu'on parle de la bataille de Gaugamel, qui est quand même une des scènes les plus mythiques. Les plus mythiques du film. Et même encore, je trouve encore aujourd'hui que la bataille de Gaugamel est une bataille, pour moi, est une des meilleures batailles de cinéma jamais réalisées. Dans ce qui concerne notamment un péplum. Oui, dans la catégorie péplum. Ah ouais. Ah mais c'est complètement fou. On est happé du début à la fin. On est pris aux tripes, quoi. C'est très bien filmé. C'est très bien filmé. On est dedans, quoi. Oui. On est dedans, mais aussi au-dessus, partout. On voit presque tous les angles possibles. Ouais. Là, on a affaire à une échelle de tournage folle où on a je ne sais combien de figurants, d'acteurs, de cascadeurs. Alors, je vais te dire ça, parce que j'avais pris des petites notes par rapport à ça. Alors, on a plus de 20 000 pièces de vêtements qui ont été dessinées pour les besoins du long métrage. On a eu jusqu'à 1500 soldats par jour. Donc il a fallu concevoir et fabriquer 12 000 pièces d'armement, dont environ 1000 saris, donc 1000 sarissas, 2000 boucliers, 2000 glaives de diverses formes, 750 arcs et des milliers de flèches. Enfin, de ce que j'ai du coup, il y a marqué 2 entrepôts de la taille d'un terrain de football situés dans la zone industrielle de Marrakech furent convertis en gigantesques ateliers pour la fabrication des accessoires du film, donc du coup mobilier, poterie, statues, instruments de musique, tissus, lampes et objets décoratifs. C'est juste un petit chiffre, hein, c'est rien du tout. Je vois 1500 soldats, quoi. Ah bon, on se rend pas compte. 1500 figurants, et encore, pour nous, c'est très impressionnant. Mais il faut imaginer, je vous jure que c'est vrai, ça on en parlera quand je montrerai à mon frère des chefs-d'œuvre comme Ben-Hur, comme les 10 commandements, etc. et tout, même ne serait-ce que Cléopâtre. Ce sont des films où il y avait je ne sais pas combien de milliers de figurants. Bah oui, pas de CGI aussi. Pas de CGI, tout était fait à l'époque, c'était à l'ancienne. Donc faut quand même imaginer à quel point c'était une machine qui roulait. Absolument. Maintenant, faire une armée en CGI, pas de problème. Tu prends juste 200 mecs, tu les multiplies, et puis hop là. Et personnellement, je trouve qu'on perd énormément. On perd énormément quand c'est des batailles qui sont trop CGIisées, entre guillemets. Ouais. Parce que, pareil, je prends l'exemple d'un des films dont on parlera évidemment, qui est Ran de Akira Kurosawa. Où il faut quand même imaginer que là, il y a quand même 4000 figurants pour faire des batailles de samouraïs. 4000 figurants. Il faut tous en costume avec ça. Bref, c'est complètement fou.
le travail. Donc c'est un travail de titan, et sachant que je sais pas si c'est encore l'époque où on tourne en numérique ou si on tourne en pellicule. Je sais plus. Mais si on tourne en pellicule, les mecs, les prises, ça coûte cher. La pellicule, ça coûte très cher. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Monsieur Christopher Nolan, tous ses films, il les a jamais tournés en numérique. Tous ses films sont tournés à la pellicule. C'est pour ça que... Mettons du respect sur Nolan. Mais donc je mets quand même énormément de respect sur Nolan sur ce point technique, même si je suis pas un grand amateur de ses films, même s'il y en a certains... Cut. On parlera de Nolan une prochaine fois. Oui. Mon réel préféré. Oui, mais dans tous les cas, on va en parler. Rassurez-vous, on va en parler. Mais il faut quand même imaginer que là, l'Odyssée de Nolan va être tournée en pellicule. En grand 2026, encore en pellicule. Ça va être formidable. Donc, il faut quand même imaginer que la pellicule, ça coûte extrêmement cher. Donc, on peut pas faire n'importe quoi. Et c'est vrai que là, vous allez le voir, hein, vous le verrez de toute façon sur les images qu'on vous montrera du documentaire et des behind the scenes. C'est juste exceptionnel, quoi. Il y a un vrai travail presque chirurgical, ne serait-ce que sur cette bataille ou sur tout ce qui a été fait. Oui, il faudrait que tu mettes plein d'extraits. Oui, mais dans tous les cas, vous allez voir. Peut-être que là, vous êtes en train de les voir d'ailleurs. Vous allez voir. Peut-être que là, on plein, ouais. Il y en a plein qui vont tourner. En tout cas, voilà, c'est un film qui marque énormément. C'est un film à voir une fois dans sa vie. Absolument. Surtout si on veut voir l'histoire d'un homme qui a quand même changé la face de l'histoire, qui a bousculé énormément de choses. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne regardez pas la version de Netflix. S'il vous plaît, la version documentaire série Netflix, c'est pas du tout génial. Franchement, c'est naze. On voit même pas les Saris. Il montre Alexandre uniquement avec sa cavalerie. Je suis désolé, non. Le seul point positif que j'ai vu dans cette série documentaire, c'est que tu avais un historien qui disait à cette époque-là, le mot homosexualité n'existait pas, au contraire c'était de l'amour, etc. Là j'ai fait, ok, là j'ai appris quelque chose. Des choses. Mais il faut savoir aussi qu'il y a eu, avant cette version-là, il y a eu une version qui date de 1956. Comment s'appelait ce monsieur? Je l'avais juste là, voilà. Robert Rossen, donc le réalisateur, donc en 1956, avec l'acteur Richard Burton dans le rôle phare. C'est pas un mauvais film, et quand on a vraiment, je vous jure, quand on a commencé par Alexandre de 2004 et qu'on tombe sur ouch, ça pique un peu. Ouch. C'est ça, ce que le choix de l'acteur, c'est ça qui est bien trop âgé. Ouais. Bah là, vous allez le voir, hein, je vais vous montrer des images, mais il est beaucoup trop. Il a 40 piges. Il est beaucoup trop mûr. Beaucoup trop mûr. Et je sais plus si c'est là, mais je crois que quand on voit la bataille du Granic, on voit des figurants qui tentent de courir, mais qui se cassent la gueule dans la rivière. Et c'est dingue parce que tu les vois se battre et tout, et en fait tu vois que les lanières des boucliers tiennent plus, que ça part dans tous les sens, et tu fais aïe. Va savoir sur le champ de bataille comment ça se passait. Hein. Bien sûr, mais là tu sais que tu sens que c'était l'époque de l'ancienne Hollywood, quoi. C'est pas genre attention, faut quand même faire des trucs. En plus que les péplums ça coûtait tellement cher que beaucoup de personnes se sont dit. Ne serait-ce que les décors, attends. Ouais. Les plus grands péplums, les plus chers de l'histoire, ça restera évidemment Ben-Hur, les 10 commandements, Cléopâtre, notamment dans l'âge d'or d'Hollywood. C'est vraiment ces 3 films-là, quoi. Les 3 films. Après, il y a eu un film qui nous a aussi beaucoup marqué quand on était gosse, qui était un des premiers films de Sergio Leone, Le Colosse de Rhodes. J'ai appris que c'était Sergio Leone. Qui avait fait. Évidemment, il y a eu une vague de péplum dans les années beaucoup. 60, et puis après à nouveau au début années 2000. Ouais, c'est ça. Et Alexandre. Bah, ne serait-ce qu'avec Gladiator. Et Gladiator, évidemment. Donc, c'est vrai que c'est vraiment des films qui sont arrivés dans ce deuxième âge d'or, concrètement.
Donc vraiment, si vous avez l'occasion de voir ce film, franchement, foncez dessus. Si vous voulez apprendre énormément de choses sur Alexandre le Grand, regardez la chaîne de History Hit si vous parlez anglais, regardez Histoire appliquée, regardez évidemment Nota Bene. Vraiment, c'est des sources exceptionnelles et des choses que nous, évidemment, on n'a pas pu tout retenir, bien sûr, et qui seront bien mieux expliquées par des professionnels. Mais en tout cas, voilà, c'est un formidable film. Mais on avait fait un truc. On avait posé une question. On avait posé une question et on va y répondre. On va la reposer. On va la reposer à nouveau. Vu qu'on avait commencé par 3 et qu'on pensait qu'Alexandre allait être notre deuxième épisode, bon, finalement ça sera le 3e. Est-ce que tu trouves que 3 est meilleur qu'Alexandre ou est-ce qu'Alexandre est mieux que toi? En plus c'est bien parce que là maintenant t'as vraiment eu le temps de réfléchir. Je sais, je pense à me souvenir de ma première réponse et j'avais évoqué 2 aspects. Ouais. L'aspect de 3, pour le coup, on peut vraiment admirer certains personnages, notamment Hector. Oui. Et mais c'est vrai que dans la mythologie, je crois qu'Hector est ton personnage préféré de la mythologie. Oui, hein, bien sûr. concrètement, même au-delà d'Ulysse. Hein, parce que Ulysse, il a quand même aussi quelques cassures de cul. C'est vrai que quand on regarde le personnage d'Hector, il a quasiment aucune faille. Il a jamais rien fait de mal, entre guillemets. Toujours juste, toujours en train d'essayer de protéger les siens sans jamais prendre la grosse tête. Toujours eu des bons conseils vis-à-vis de son père. Je pense qu'il aurait pu éviter énormément de conflits si on l'avait plus écouté. Bref, tout ça pour dire que 3, d'un point de vue sentimental, m'a plus happé parce que j'ai été en extase face à plusieurs scènes que j'estime être notamment le combat entre Achille et Hector. Pour moi, c'est un des meilleurs combats. C'est le plus grand. Pour moi, ça reste le plus grand. C'est le plus grand duel qui existe. Que ce soit chorégraphiquement parlant, athlétiquement parlant. Les 2 acteurs, moi j'ai adoré comment, même Brad Pitt, on en pense qu'on en veut, mais il a été tellement froid et précis dans son interprétation. Alors qu'il n'avait pas du tout envie de faire ce film. Apparemment, ouais. En plus, pas du tout envie de faire ce film. Blessures, des petites déchirures du tendon d'Achille pendant le tournage, enfin que des galères. C'est ça. Et pourtant, quelle performance des 2 acteurs. Oui, avec Eric Bana. Ouais, voilà. Donc de ce point de vue-là, 3 pour moi, certes, c'est une bataille qui a existé, mais je la vois plus comme une espèce de légende que je peux voir et rêver. Et je pense que Alexandre, en revanche, est très fort d'un point de vue historique, très fort d'un point de vue filmographique. J'ai rien à dire là-dessus. Hein. Si, je me souviens, il y a un seul truc qui t'avait dérangé dans le film. Il y a un moment précis, à la bataille d'Hydaspes. Ouais, alors ça c'est un choix. C'est un choix, mais... Rajouter du rose alors qu'on est en pleine bataille avec des éléphants dans la forêt. Quand Alexandre est touché et grièvement blessé, qu'on pense qu'il est sous MDMA. Je sais pas quel trip ils ont eu de se dire. Vous allez le voir, là, à l'instant où on parle, vous voyez les images. Mais là, plus j'en parle, plus je me rends compte que le choix, forcément, il s'est réfléchi. Je veux dire, on fait pas des choix comme ça aussi radicaux, alors qu'on est sur un film à 155 millions de dollars. Oui, et sachant aussi que c'est quand même une bataille qui est pareil, d'une violence absolue, quoi. Je pense que le choix a été fait de manière réfléchie de dire que Alexandre se heurte à son plus grand ennemi. Lui-même. Tu as raison de le dire. Même si je pensais à l'armée des Indes. À l'armée du roi Poros. Merci, du roi Poros. Je pense que là, à ce moment-là, c'est quand on se fait humble, tu vois, par la vie. Il a un retour à la réalité de « Ah, je suis mortel. Ah, je ne suis pas Achille, je ne suis pas Hercule. Tout d'un coup je tombe et je suis choqué et au lieu de voir du rouge partout, maintenant je vois une espèce de rose. C'est un peu rouge-rose sanguinolent. Mais je vois ce que tu veux dire, mais en fait je pense que le parti pris on peut aller beaucoup plus loin dans le développement. Je pense avant tout que c'est une manière de démystifier, d'enlever le côté déification
personnage que, comme tu fais dis, tout retomber à la fin du film. c'est quoi. ça. En fait, il est potentiellement mortel. Héphaïstion se fait blesser grièvement. D'ailleurs, ce n'est pas dans cette bataille qu'il se fait blesser grièvement, mais c'est dans une autre bataille. Non, j'ai oublié le nom, mais c'est vrai que c'est en fait c'est la chute. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu la chute du dieu qui est finalement redevient mortel. C'est un peu la chute d'Icare. Mais c'est intéressant parce que les soldats à ce moment-là voient leur roi tomber de Bucéphale et ils disent le roi est blessé, vite. Ça les choque, tu vois. C'est la désillusion totale. Mais je pense que ce parti pris aussi où tu as Ptolémée qui dit c'était une véritable boucherie, où tu as ce plan où la trompe d'éléphant est complètement coupée. Et en ce moment, t'entends ça, tu te dis ah ouais, mais c'est d'une boucherie absolue. Et pourtant, ni l'un ni l'autre n'ont gagné, hein. Ni Alexandre ni le roi Poros. Les deux armées ont juste battu en retraite. Mais personnellement, je trouve ça assez intéressant de voir vraiment toutes ces armées des Indes entrer, sortir de la jungle et repartir comme une sorte de bêtes un peu mystiques, un peu légendaires. Ouais, parce qu'on les connaît pas bien. On les connaît pas bien, tu vois, c'est ça qui est très intéressant. Et surtout, à la fin, de voir Alexandre, on voit qu'il a survécu, qu'il boite, l'accueil que lui font ces hommes, en mode de putain, notre roi, il est vivant, on est heureux comme jamais, et qu'il leur dit, on rentre. Ouais. Ce moment-là, à chaque fois, il me foutra les frissons à jamais, parce que on voit qu'il est profondément aimé par ces hommes, par son peuple, il est profondément aimé. Alors qu'ils n'avaient pas envie. Ils n'avaient pas envie. Ça faisait des années qu'ils étaient en campagne. Et pourtant, il y a un plan que je trouve fascinant, c'est que quand il est ramené sur son cheval et qu'il est acclamé par tout le monde avec cette formidable musique, tu as un plan précis où tu le vois, tu sais, il regarde au loin de la colline et il voit son père, Philippe. Il voit son père Philippe, tu sais, avec son armure noire. Ah ouais. Et d'ailleurs, l'armure noire de Philippe, on pense qu'elle est encore dans un musée. Je pense qu'on a retrouvé. Ouais. Et vraiment, la création de l'armure a été vraiment inspirée de cette armure. Et je trouve ça formidable juste de voir le personnage de Philippe qui regarde son fils et juste il lui dit rien, mais juste il lui fait un signe de tête comme ça, genre ok, t'as réussi, c'est bon. Maintenant tu peux te reposer. Tu vois, et je pense qu'au contraire, ce choix de filtre avait un but très précis. Et c'est pour ça que je ne peux pas, de mon point de vue, c'est pour ça que je ne peux pas mettre Alexandre en dessous de 3. C'est pas possible. Pour moi, il y a beaucoup trop de recherches par rapport à ça. Et quand on arrive vraiment à trouver les petits détails qui font vraiment sens, que ça soit avec le choix de la musique, le choix de... Rappelle-toi, j'avais quand même dit, là ça me revient, j'avais quand même dit que Alexandre, ce qui fait sa force, c'est que c'est un voyage sur plusieurs paysages. C'est un gigantesque voyage. Qu'est-ce que c'est beau, une épopée, Dieu. tu vois. Oui. 3, c'est censé se passer sur de longues années aussi, mais dans le film. Ça ne se passe que sur quelques mois, on pense, quelques semaines. Et encore, l'Iliade ne raconte que la dernière année. Voilà, c'est ça. C'est sa toute dernière année de la guerre de Troie. Ouais. C'est la 9e année. Voilà. C'est une guerre qui dure depuis 10 ans. Ouais. Donc c'est quand même peu comparable, mais oui. je trouve que dans les deux registres, le travail a été fait de manière brillante. Oui, bien sûr. Alors, même si je trouve que... après les goûts et les couleurs. Hein. Oui, voilà, mais même personnellement, je suis totalement d'accord avec toi, mais je trouve que ce soit au niveau de la colorimétrie, que ce soit au niveau des décors, que ce soit au niveau des costumes, même ne serait-ce qu'au niveau de la bataille de Gaugamel, pour moi, j'avoue, Alexandre bat Troie radicalement. Et pourtant, il y a des formidables scènes de bataille dans Troie. Attention, elles sont formidables ces scènes de bataille. Mais la bataille de Gaugamel, la bataille d'Hydaspes, c'est imbattable. Voilà, Babylone. Ouais. Babylone. Ouais. Et petite anecdote aussi, il faut savoir que mon frère et moi, quand on a vécu en Allemagne, on a eu la chance immense d'aller dans un formidable musée qui s'appelle le musée de Pergame, donc le Pergamon Museum, où se trouve la fameuse porte d'Ishtar, l'une des nombreuses portes d'Ishtar de Babylone, donc la fameuse porte bleue qu'on voit dans le film. Et ce qui est fou,
c'est que on passe sous cette porte. Vraiment, on la voit vraiment dans le musée. Elle a vraiment été en taille réelle. Et c'est vrai que maintenant, quand on y repense, on est quand même passé en dessous de la porte où est passé Alexandre le Grand. Alors ça, il y a quand même, tu vois, il y a un rendez-vous avec l'histoire. Je suis désolé, mais qui est... Ah non, c'est top. C'est fort. donc si vraiment, d'ailleurs si un jour vous avez l'occasion d'aller à Berlin et que vous aimez les musées d'histoire, mais allez au musée de Pergame, vraiment là vous allez faire un voyage comme dans Alexandre, mais là c'est encore plus fou parce que là on parle... Oui, mais surtout que là on parle évidemment de l'histoire de la Perse, des premières civilisations. C'est quand même pas rien. Que ça soit Babylone, il faut savoir aussi que c'est l'époque de l'épopée du roi Gilgamesh. Il y a tout un... C'est très riche, historiquement parlant. C'est extraordinaire, extraordinaire. Donc personnellement, moi, je mettrais toujours Alexandre en première position et 3 sera en deuxième position. Je respecte entièrement et moi... je te dis... Mais vraiment, ça se joue au coude à coude. Ouais. Hein. Vraiment, c'est tellement serré. Finalement, c'est tellement 2 registres, même si ça se passe pas... C'est de la mythologie, mais c'est 2 registres quand même très différents. Ouais. Et pour moi, ce sont 2 chefs-d'œuvre. Oui, ce sont 2 grands films, radicalement. Et je regarderai les 2 autant de fois volontiers que possible. Enfin, mais est-ce que ces 2 films, ou l'un de ces 2 films, ont une place qui ne bougera jamais dans ton top 10 ? Si tu devais avoir ton top 10 de tes films préférés de tous les temps et qui ne doivent pas bouger, est-ce que tu mettrais l'un de ces 2 films ? Je te pose une colle là. La réponse dans un prochain épisode. Là, je suis pas encore capable de te répondre, frérot. Ouais, mais je pense que je l'ai pas fait mon top 10 et mais en vrai top 10 c'est beaucoup et pas beaucoup parce que 10 films sur tout l'art du cinéma, c'est compliqué. En fait, sachez une chose, c'est que c'est extrêmement difficile pour que ça soit tous les réalisateurs, tous les acteurs, tous les cinéphiles. Quand on vous dit c'est quoi tes 10 films préférés, ou même ton seul film préféré de tous les temps, c'est impossible. Mais c'est pour impossible. Toi, Alexandre figure dans ton top 10 ? Ouais, je pense le mettre potentiellement en 8e position. 8e, ok. Je pense qu'il est en 8e position. 3, il est en section bonus. Il est en section bonus. bonus. Il est en top 15. Il est dans le top 20. Il est clairement dans le top 20. Mais c'est trop. Mais je pense que vraiment le plus dur c'est son top 4 ou son top 5. Parce que là, faut vraiment choisir. C'est très 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 difficile. Comme quoi, hein, il y a des films comme ça qui pour plusieurs raisons, tu vois, quand tu vois Brad Pitt dans la shape de Brad Pitt, le maniement des armes dans 3. Pour moi, voilà, le maniement des armes, même si c'est pas accurate, etc., par rapport à Alexandre, dans 3 est supérieur. Alors, même si ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, par rapport à Gogamel, je suis pas d'accord, mais par contre, au niveau des combats et des duels dans 3, ah oui, le duel entre Achille et Hector, il est exceptionnel. Parce que enfin, là, pour une fois, on s'intéresse vraiment à l'art de la lance. Mais au niveau des batailles, au niveau vraiment des vraies batailles, dans la bataille, je te suis. Alexandre bat 3 radicalement. C'est beaucoup plus réaliste. Oui. Parce que 3 c'est quand même très chorégraphié. C'est Brad Pitt, il fait des dingueries. Oui. C'est un peu un super héros. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Non. Sans doute pas passé comme ça. Non. Mais pour le bonheur des yeux, pour le bonheur un peu de. Et puis c'est mythologique aussi. Et c'est mythologique. C'est mythologique. Passe, tu vois. C'est comme si on faisait un film. Sur l'intégralité de l'Ida, donc c'est-à-dire la mythologie nordique, c'est-à-dire montrer la naissance du monde avec le Ginnungagap et finir avec le Ragnarok, tu vois, vraiment avec... Attends, t'imagines comment filmer le Ragnarok avec Fenrir qui dévore le soleil, qui va dévorer Odin, le combat entre Jormungandr et Thor, bref. Oui, c'est facile. C'est impossible. Alors, je pense que ça serait possible. Avec la technologie qu'on a aujourd'hui, ça serait radicalement possible. Mais le faire bien, ça c'est une autre histoire. Ça c'est vraiment une autre histoire. Donc, absolument. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode sur Alexandre le Grand d'Oliver Stone vous aura plu. Et en tout cas, nous, c'est un film, comme dit mon frère, c'est un film qu'on reverra toujours avec
énormément de plaisir. Et je serais très curieux de savoir si on peut essayer de trouver les différentes Director's Cut pour voir un petit peu la différence. Et vraiment, ne serait-ce que pour le casting, Angelina Jolie, elle est magnifique. Jared Leto, tous, ils sont formidables. Donc honnêtement, ne serait-ce que pour cela, c'est un film à regarder. Oubliez les critiques de 2005, c'est... Foncez. Si même Histoire appliquée dit que c'est un bon film, faut vraiment faites-lui confiance, tout comme nous, faites-nous confiance. On n'est pas du tout biaisé. Non, pas du tout. Mais du coup, on espère que ce film vous plaira autant qu'à nous. Absolument. Du coup, le prochain épisode qu'on va avoir, ce sera l'histoire sans fin. Alors là, de Wolfgang Petersen, le réalisateur de 3. Tout se tient. Ouais. Et c'est un film, je vous redis ça tout de suite, histoire de ne pas faire de bêtises au niveau du film, au niveau de la date du film. Moi, il est de 1884. 1984. 1984. Ouais. Donc, ça va être notre premier vieux film. Oui. Notre premier vieux film. C'est-à-dire que là, on va parler d'un film de notre enfance, notre adolescence, qu'on a découvert en Allemagne, parce qu'il faut savoir d'ailleurs que, je vous raconterai ça, mais L'Histoire sans fin est un roman allemand de Michael Ende, et qui sera du coup adapté au cinéma par Wolfgang Petersen. Je suis en train de finir d'écouter le livre, il me reste encore 5 heures ou 4 heures du livre, sachant que le livre audio fait 15 heures, voilà, donc je ferai un petit résumé, ne vous inquiétez pas. Heureusement que tu es là. Mais voilà, ça va vraiment être un film où là, je pense, on aura énormément de choses à raconter. Oui. Surtout parce que les films, comme j'aime dire, de l'ancien temps, c'est tellement riche que pour moi, certains films comme ça dépasseront toujours les films ultra modernes qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on perd cet artisanat. Et vraiment, si vraiment vous voulez vraiment défendre le cinéma, mettez toujours en avant les personnes et les réalisateurs qui font certes pas des films à très grand budget, mais qui mettent en avant l'artisanat. Ça, c'est hyper important. Voilà. La passion. La passion avant tout. Voilà. Du coup, sur ce, voilà. Merci à toi. Yes, bro. C'était du coup le Compteur Geek et Tapioca autour d'un film, sur le film de Alexandre de Oliver Stone. Et rendez-vous pour le prochain épisode. À très bientôt. Ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé. Ciao.